Ravi d'être ici. Voilà. On dirait un procès. Euh, euh, merci beaucoup à Catherine Gauthier pour l'invitation. Euh, bon, Oups, attendez, je vais activer votre micro. C'est pas bien long. Et voilà, parfait. c'est bon, merci. Euh, L'idée était de revenir sur une expression qui m'a beaucoup titillé ces dernières années, dans la foulée de mes travaux sur la gouvernance, là. Qui est un dérivé de cet organon d'un type nouveau dans l'histoire des idéologies, qui est celle de développement durable. Bon, ce sont des expressions comme celle de gouvernance qui ne choquent pas, qui ne percutent pas, qui ne déstabilisent pas, qui n'exaltent pas non plus, qui passent. Ça passe. Ça passe avec tout un lot de sous-entendus, tout un lot de prémices, le plus souvent tues, mais néanmoins efficaces. Je voudrais d'abord, aujourd'hui, ce matin, redéfinir l'expression d'origine, Sustainable Development, mais auparavant, expliquer pourquoi on peut avoir maille à partir avec cette expression-là, en quoi elle peut nous poser problème. Et souvent, c'est comme le terme gouvernance, ça commence par un petit malaise. Développement durable, l'oxymore, d'où ça vient, pourquoi on l'utilise de tellement de manières, pourquoi on l'utilise d'une manière si floue, ou si précise, ou si polysémique, et d'une manière toujours, au fond, lubrifié, quoi. Il n'y a pas d'aspérité, il y a personne qui va dire non, non, le développement durable, c'est pas ceci, c'est cela. Il n'y a pas de débat, même si la polysémie ouvre un foyer vertigineux de contradictions. C'est un carambolage de contradictions, quoi. Bon, jusque dans l'oxymore lui-même, si on veut, quoi. J'essaie d'y voir plus clair. J'ai seulement une demi-heure, hein, puis je vais essayer, je pense que déjà, tout ce que je vous dis là, c'est même pas dans mes notes, là, donc je vais essayer de me ressaisir. D'abord, en réfléchissant très rapidement sur les cadres d'usage, et là, je vais être grossier, j'y vais à la hache, on pourra aller dans les nuances plus tard, là, mais c'est simplement pour aller à gros traits, là, pour qu'on comprenne au moins une problématique, bon, à toujours nuancer, préciser, bon, ainsi de suite, mais on peut dire qu'il y a que l'expression est finalement surtout acceptée dans des cercles technocratiques, je dirais comme ça. Évidemment, les entreprises qui l'ont éminemment promue, les ministères, les organisations internationales, les universités, hein, dans certains départements où on est plutôt dans une pensée qui est fonctionnelle, peut-être instrumentale même, bon, et très formelle, quoi. Bon. Mais cette même expression-là, moi, je ne suis pas obsédé hein, par elle, je ne me réveille pas le matin pour mieux l'haïr, quoi. Il reste que sans la chercher, je la trouve critiquée du reste partout. C'est-à-dire que je ne peux pas lire un livre d'écologie politique, que ce soit sur l'extractivisme, sur l'agriculture, sur le vivant, sur le climat, sans qu'à un moment donné, les auteurs se lâchent. Il faut vous nous lâchiez avec cette expression de développement durable. Et là, sur un paragraphe, on en dit le plus grand mal et ça se fait de manière de plus en plus expéditive parce que la cause est entendue et on passe à autre chose. Mais il n'y a pas un livre que je lis sur cet enjeu-là où tout d'un coup, le développement durable n'est pas mais pulvérisé. C'est comme une sorte de gadget idéologique. Bon, et c'est étonnant de voir, au fond, les deux statuts. C'est que la critique, au fond, sauf peut-être chez Wolfgang Sachs et Serge Latouche, là, qui vont vraiment s'arrêter. Puis bon, mais à part ça, la critique, elle est assez expéditive parce que la chose n'en vaut pas la peine. En même temps que cette expression-là est au cœur des organones idéologiques, disons, les plus assis. Bon, c'est comme ça, un autre paradoxe, et on ne sera pas en reste. Et en ce qui concerne les critiques, je dirais qu'on peut repérer trois grandes raisons, si on veut, dans ces textes-là,
de critiquer l'expression développement durable. Bon, il y en a, je l'ai passé en revue. La première, c'est qu'elle est hautement récupérable, si tant est qu'elle a déjà eu de la substance. Deuxièmement, elle est contestable à sa source même parce qu'elle est éminemment idéologique. Bon. Et la troisième, c'est qu'elle est épistémologiquement erronée. Bon, c'est les trois différentes raisons qu'on va aborder. La première, concerne le fait que depuis qu'on l'a développé à l'OCDE dans les années 1980, reprise par le rapport Brundtland en 1987, promue en 1992 au sommet de Rio, dans un contexte dans lequel je vais revenir, cette expression-là se retrouve, mais tellement partout, sur un mode à la fois publicitaire, à la fois relationnel au sens des relations publiques, sur un mode ensuite, à prétention scientifique, qu'on ne sait plus ce qu'elle signifie. Vous pouvez regarder, je veux dire, la documentation de Shell, de Total Energy, de l'industrie minière. Je veux dire, vous avez par exemple une production officielle de l'industrie minière qui parle du développement durable comme une sorte de revendication qui est de son propre. Et c'est partout. Et à un moment donné, il arrive que le jupon dépasse. En 2021, au moment de la COP 26 à Glasgow, le G20 en profite pour se réunir. Peut-être que c'était du développement durable parce qu'on peut économiser quelques billets d'avion puisqu'on profitait d'être déjà là pour se voir un peu en amont. Et on en profite lors de cette rencontre du G20, des 20 pays les plus puissants du monde, autoproclamés tels, pour réitérer son soutien aux objectifs du développement durable tels que avancés par l'ONU quelques années auparavant. On soutient, on réitère sa profession de foi en 2021 envers des objectifs du développement durable dont un grand nombre ont pour échéance 2020. Mais on en parle encore de manière projective, un peu comme des automates, comme ça, qui ont appris à dire développement durable, comme ça, sans se rendre compte que l'objet est périmé. On dit oui, on est pour les objectifs, mais on les a déjà ratés. Et il n'y en a pas tant que ça, des objectifs. Il y en a moins de 20, je pense que c'est 17. Et notamment en ce qui concerne le dossier très important de la pêche et de la surpêche, l'objectif de 2020, non seulement n'a pas été rencontré, mais cette même année 2020, l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, pas tout à fait une officine marxiste, a publié un rapport cruel envers les pays, disant un quart de la production halieutique dans le monde est due à la surpêche. Rien n'a été fait. Et on ne parle pas encore de la pêche illégale, par rapport à laquelle les États sont indifférents globalement. Et pendant que ça se passe, vous avez ces espèces de, théâtre mécanique où on nous rejoue la grand-messe d'un objectif dont on devrait plutôt, si on était sérieux, se dire qu'ils sont le fait d'un échec spectaculaire. Mais non, la communication n'est même plus en phase avec des observations que les organisations elles-mêmes responsables du développement de ce discours produisent sur un mode factuel. Cela amène des auteurs vraiment remontés contre cette notion-là quand ils se mènent et s'essaient à lui trouver du sérieux, là, comme Serge Latouche, à repérer à l'aide de d'autres sources là, plus de 40 usages distincts de la notion. Une notion qui a 40 acceptions. Ça commence à être difficile d'y voir ce que Roland Barthes appelait l'arbitraire du signe. Là. Ça veut dire que c'est un prêt-à-porter. On peut l'utiliser n'importe quand. Et c'est intéressant parce que moi, je me donne, vous savez, j'habite à plusieurs centaines de kilomètres d'ici, puis j'ai pu résider, à mon arrivée hier,
dans les logements de cette université. Et dès que je suis arrivé, c'est mon objet qui m'a parlé parce qu'il y avait ça dans ma chambre. Bon, je l'ai piqué, là, je pourrais le restituer là, à la demande. Bon. Ça dit « Je suis développement durable ». Et il n'y a pas un, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il y a 4 sauts qui viennent dire dans une inflation de la signification, de l'authentification, certifier que c'est vraiment du développement durable. Il y en a 4, quoi. Bon, ils nous disent, voilà, c'est du développement du pourquoi, puis après ça, on voit le détail. Voilà, on nous incite à éteindre la lumière le plus souvent possible, à recycler le gobelet de plastique qu'on nous aura donné, voilà, à tolérer qu'on ne change pas les draps tous les jours. Bon, et puis, bon, ça s'appelle du développement durable. Bon, je ne sais pas où est le développement là. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'on voit que ça devient un tic de langage, quoi. Et il est d'autant plus, au fond, au sens strict, insignifiant, hein, qu'il faut le surtamponner pour donner l'impression qu'on est en train de dire quelque chose d'important. Bon, et d'un point de vue signalétique, en fait, c'est un procédé qui finit par se dénoncer lui-même. La deuxième critique porte sur la dimension idéologique de l'expression. C'est qu'il faut voir quand est-ce qu'elle arrive, il faut voir ce qui la motive, il faut voir qui la promeut, il faut voir aussi ce qu'elle remplace. C'est toujours ce qui est intéressant avec l'idéologie. Ce n'est pas seulement ce qu'on dit, c'est que ce qu'on ne dit pas pendant ce temps-là. Pendant qu'on parle de gouvernance et qu'on met des clients partout, il n'y a plus de service public dans l'esprit. Il n'y a que du commerce. Tout est commercialisable ou réfléchi selon un vocabulaire commercial. Il n'y a plus de service public, il n'y a plus de bien commun. Tout ça disparaît, mais ça disparaît sans qu'on le rature activement. On fait seulement le censurer dans une sorte d'évanescence. Eh bien, il y a quelque chose qu'on fait disparaître. Hein, mais pas disparaître comme un terme qu'on censure, qu'on rature, c'est plutôt quelque chose qu'on déplace dans l'ordre d'une phrase. Le développement durable, comme je dirais, procédé idéologique, vient déplacer les termes dans une même phrase. Étant donné qu'auparavant, avant qu'on nous arrive avec ça, dans les années 1970, le Club de Rome, déjà, son rapport Meadows, les premiers acteurs écologistes sur le plan de la partisanerie politique, par exemple, des artistes, ne les oublions surtout pas, ce serait une grave erreur. La manifestation la plus spectaculaire étant peut-être le film Soylent Green de 1973, ainsi de suite. Toutes ces manifestations-là montrent une chose, c'est qu'il y a un problème inouï en ce qui concerne l'écologie, le vivant, les territoires, les eaux. Il y a un problème de destruction absolument formidable et inouï au sens d'inédit, hein, de jamais vu, jamais oui, hein, jamais bon, et que pour le penser, le développement, l'activité entrepreneuriale et industrielle, l'extractivisme, le capitalisme en sont les objets. C'est-à-dire que les entreprises sont l'objet de la réflexion. Le développement durable consiste avec des... Peut-être qu'on peut penser ça sur un mode informatique aujourd'hui avec la souris et les clics, là. C'est à prendre l'objet et à le placer à la place du sujet. Et le développement sera désormais le sujet de l'écologie politique et non plus l'objet de sa critique. Et lorsqu'on dira développement durable, le mal est fait. Peu importe ensuite qu'on dise oui, mais il faut comme... Le mal est fait parce qu'on place le développement avec tout ce qui suppose idéologiquement, parce que le développement, ce n'est pas un mot qui tombe du ciel, j'y reviendrai. Il a été forgé en 1949. On pourra se rappeler quand et à quelle fin. Le mot développement, hein, qui est synonyme de la croissance industrielle dans la façon dont il a été pensé, appliqué, développé, justement, hein, est une façon de placer les entreprises à la position de sujet de l'action écologique et non plus comme objet de la critique. Et donc, vous avez cette expression qui est forgée ici ou là dans les cercles économiques, le CDE notamment, de développement durable dans les années 80, et que le rapport Brundtland est mandaté de bonifier à l'ONU avec Harlem Gros-Brundtland, hein, qui vient donc donner une sorte de blanc-seing scandinave à la chose, hein, et qui finalement présente le concept comme étant de l'ordre d'un projet international
et surtout la grand-messe de 1990 de Rio, où on nous présente Maurice Strong en particulier, un Canadien qui a été PDG de Power Corporation, PDG de Petro-Canada, et qui vient nous dire, voilà, l'avenir est dans le développement durable. Bon. En passant, hein, en 92, ça a été comme le moment où la planète a pris conscience du problème. Il s'est dépensé, on a carburé à l'énergie davantage entre 1992, date historique, et tout récemment, que du début de l'ère industrielle en 1992. Ça n'a rien changé, mais j'y reviendrai à ça. Mais donc, l'idée était de faire des entreprises le moteur du développement, les sujets du mouvement écologiste. Donc, vous avez Total, par exemple, j'ai étudié beaucoup le discours dans un livre, là, De quoi Total est-elle la somme, qui nous dit, nous, Total, OK, on fait un monde durable, dont acte, on est responsable de la pollution climatique, on a été des mauvais joueurs. Mais ce faisant, on a fait beaucoup d'argent. Encore hier, bon, on a appris que les bénéfices étaient historiques, près de 20 milliards de dollars ou d'euros. Bon, près de. Donc, c'est nous qui avons les moyens de la transition. Vous nous, ça ne se passera pas sans nous. Et comme on a le développement durable va dans le sens d'une idée d'une transition qui repose sur la technique de pointe, les grands chantiers, l'énergie solaire, les éoliennes, pour qu'on maintienne notre régime avec d'autres moyens énergétiques, eh bien, vous devez compter avec nous. Et vous devez considérer que nous sommes les écologistes, à la pointe de l'écologie politique. Même si, lorsqu'on parle de transition, on ment. Parce qu'il n'y a pas de transition énergétique. Quand on développe la filière solaire, la filière éolienne, on n'est pas en train de remplacer une production énergétique par une autre, une production énergétique qui serait par exemple plus traditionnelle en énergie fossile. On les additionne parce que la demande en énergie est toujours croissante. Et aussi, on racle les fonds de tiroir en ce qui concerne les puits puis les sites traditionnels. Donc, il n'y a aucune transition. Et là, c'est vraiment Jean-Baptiste Frézeau qui en parle le mieux. On est dans une synergie, on est dans une addition énergétique. Donc, et on ne cache pas, on a cette façon un peu mythifiante de dire, ben, c'est vrai, l'énergie solaire, elle est renouvelable, mais on ne parle pas de ce qu'il en coûte pour fabriquer les infrastructures formidables qu'il faut pour transformer l'énergie solaire en énergie utilisable. Les terres rares, dire aller chercher les terres rares, j'ai remplacé le parc automobile aujourd'hui par la voiture électrique. On sait ce que ça veut dire au Québec. Ça veut dire des romaines de plus. Ça veut dire des minerais, des terres rares. Ça veut dire qu'on brasse le sol, on libère de l'arsenic. Ça veut dire qu'on mobilise des camions, des foreuses. Il y a des accidents, il y a du cyanure, il y a je ne sais quoi. Il y a de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et on dit qu'on fabrique des voitures électriques à partir de terres rares qui sont aussi difficiles à extraire du sol qu'il est difficile à les rechercher dans une miche de pain, la pincée de sel qu'on y a mise. Bon, c'est aussi difficile. Bon. Ben, c'est du développement durable quand même. Bon, ça passe bien. Et c'est là où on voit de l'idéologie pour cette raison-là. Et il y a une autre raison qui est un peu la même, mais qu'on peut voir sous un autre angle et qui est souvent avancée, c'est l'espèce d'utopie stérile que représente l'oxymore développement durable. C'est-à-dire que, comme ça, sans plus de démonstration, par un simple jeu sémantique, on fait tenir des expressions contradictoires et voilà, c'est censé marcher. Un des militants de la chose ici au Québec, c'est Jean-Guy Vaillancourt, avait dit le concept est devenu un cri de ralliement, je le cite, de tous ceux qui s'intéressent au développement économique et à la protection de l'environnement, c'est-à-dire à l'harmonisation de l'économie et de l'écologie. Donc, il ne s'agit plus de revoir un mode de vie, de faire de notre mode de vie un objet de la pensée, mais de voir de notre mode de vie une réalité dont la remise en question est impensable,
simplement au moyen d'autres procédés. Serge Latouche, lui, il cite des thuriféraires du développement durable à l'occasion d'un sommet là, qui disent ceci: il s'agit d'un développement, écoutez bien, économiquement efficace, écologiquement soutenable, socialement efficace, démocratiquement fondé, géopolitiquement acceptable et culturellement diversifié. Qui serait contre? Bon. C'est ce que Serge Latouche appelle un merle blanc. Bon, moi, j'ai plutôt l'impression de voir l'équivalent d'un fascicule des témoins de Jéhovah. Non, mais vraiment, ça n'a pas plus de valeur que ça. Aussi bien, si on adhère au développement durable tel que présenté, ben à ce moment-là, n'importe quel taouin va cogner à votre porte et vous vendre le paradis sur Terre, puis ça sera beau sur un fascicule rutilant, puis vous adhérerez parce qu'on ne peut pas être contre. Bon, voilà. Donc, c'est ce type de procédé qui est pensé dans l'histoire. La philosophe française Isabelle Garot, qui est spécialiste des procédés idéologiques, hein, qui a beaucoup lu Marx là-dessus, hein, identifie les procédés idéologiques comme relevant de... C'est pas si clair chez elle, mais j'ai fini par repérer ça, quoi, cinq aspects, quoi, le cadrage, la perspective, la naturalisation, le rabot sur les contradictions et les intérêts. Bon, c'est ça, en gros, qui définit un discours idéologique, hein, c'est-à-dire le discours que les puissants souhaitent que nous tenions pour penser le réel. C'est ça qui définirait l'idéologie chez elle. Je vous recommande ce livre, là, Isabelle Garot, G-A-R-O, l'idéologie ou la pensée embarquée, je crois, chez La Fabrique. Donc, dans ce livre, au fond, on peut reconnaître le développement durable au titre des contradictions qu'on gomme. C'est-à-dire que dans le discours, on fait tenir ensemble des éléments qui, dans le réel historique, ne peuvent pas cohabiter. Vous ne pouvez pas avoir tout ça sans, à un moment donné, un programme, une révision, des choix, je veux dire, un parti pris radical qui fasse qu'on ne puisse pas tout faire tenir parce que nous ne sommes pas dans ce monde-là, tout simplement. Et ce qu'on voit, c'est que par la force des choses, c'est toujours le durable qui écope. Parce que le développement, c'est le sujet dans la phrase. Il ne peut pas s'amputer, c'est lui qui agit. Hein? Mais il peut être plus ou moins durable. Bon, effectivement, c'est mieux qu'il y ait un filtre plutôt que pas de filtre. Hein? Là-dedans, on nous dit qu'on arrive à prendre des espèces de déchets issus du bois pour utiliser par un moment donné dans un tronçon de la chaîne, procéder autrement que, d'une manière plus... Bon, oui, c'est mieux. Certes, c'est mieux. Mais eu égard à l'envergure des enjeux, même pas historique, dire que c'est historique, c'est trop faible, inouï, hein, tout à fait singulier des enjeux auxquels nous sommes confrontés, c'est largement insuffisant. Hein, c'est plus une façon, au fond, d'anesthésier les esprits, hein, que de réellement participer à une transformation qui mérite ce terme. Bon. J'ai combien de temps, là? Ça commence à finir. 3 minutes. OK, je vais... vous n'aurez pas droit à ma définition. Mais le troisième point, c'est le plus important, mais je peux aller assez vite là-dessus. C'est la question de l'erreur épistémologique. Si on prend les 3 piliers du développement durable, puis on aborde la question sur son mode, je dirais, exigeant. Le développement durable suppose qu'on restitue la nature telle qu'on l'a trouvée aux générations qui suivent, hein, et qu'on procède en tenant compte, hein, du social, de l'économie et de l'environnement. Bon. Et encore une fois, bien sûr que c'est mieux de procéder de la sorte que... Bon. Mais il reste que, et là, je vous recommande vraiment ce livre, L'événement anthropocène de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressos pour penser la chose. Il reste que ce discours-là, il date du 19e siècle, de la Nachhaltigkeit en Allemagne, où on essayait d'exploiter la forêt, hein, sur un mode un petit peu comme ça concerté, quoi, de ne pas recouper à blanc, tout ça. Bon. En pêche, on parlait du rendement soutenu maximal.
Rendement soutenu maximal. Alors, aller aussi loin qu'on peut sans pour autant porter atteinte à sa source même, à la chose dont on dépend. Bon, c'était l'idée. C'était sur quand même l'optique de la recherche opérationnelle, de la modélisation. Hein? Et en fond, toujours en espèce de lumière sous-jacente comme motto, comme principe, la locution latine, ceteris paribus sextantibus, hein, toute chose étant égale par ailleurs. Hein, il y a un monde qui est stable, bon, et puis on joue sur quelques variables et on essaie d'arriver à une sorte d'équilibre entre l'exploitation, la régénération, et ainsi de suite. Puis là, on fait des modèles, des modèles, des modèles. En foresterie, c'est très courant. Mais le problème, aujourd'hui, là, avec les seuils qu'on franchit, c'est que rien n'est égal par ailleurs. C'est que tout change et tout bouge. Et en ce qui concerne le climat et la biodiversité, mais là, je vais devoir aller vite, on a détraqué le système Terre de lui-même. C'est-à-dire que sur un mode autonome et exponentiel, le système Terre en est, lui, à se dérégler, de sorte que ce principe voulant qu'on rende la nature comme on l'a trouvée est tout simplement erroné épistémologiquement, voire fautif sur un plan moral. Bon, aujourd'hui, je vais juste donner quelques aperçus. Là. Le réchauffement climatique qui est lié aux tonnes de gaz à effet de serre qu'on envoie dans le ciel et qui ont des répercussions 10 ans après les avoir émis et qui restent là pour des décennies. Allez restituer quelque chose qui est préalable à ça. Je ne sais pas comment vous ferez. Bon, et qui produit un effet de réchauffement par lui-même. Suppose déjà la fonte des glaciers. Bon, la fonte des glaciers suppose la montée des eaux, hein, suppose aussi la diminution des surfaces d'albédo, c'est-à-dire les surfaces réfléchissantes, augmente l'étendue des surfaces océaniques qui, elles, captent la chaleur des rayons, ce qui entraîne, sur un mode autonome, la fonte encore plus, ce qui aussi veut dire qu'il y aura plus de canicules, plus d'incendies de forêt. On perd déjà une Autriche en forêt par année. Bon, plus d'incendies de forêt, moins de puits de carbone naturel, une fonte du pergélisol, la libération du méthane, qui est un gaz à effet de serre encore plus redoutable que le CO2. Et donc, on est pris dans une marche qui est autonome. Quand même qu'on arrêterait tout, qu'on ferait de l'ultra-développement durable radical, bon, on va tous dans des sous-sols, on mange des racines, on ne fait plus rien. Ça continuerait de lui-même parce qu'on a détraqué l'affaire, mais on n'est pas pour autant capable de remettre les choses en ordre. Donc, c'est un système, comme disent Bonneuil et Fressoz, qui est non linéaire et irréversible. Et le GIEC le dit maintenant. Et l'IPBES le dit aussi sur la question de la biodiversité. Donc, on ne peut pas platement dire, voilà, la nature, nous allons la gérer. Puis avec la technique, puis ainsi de suite, on va un peu restituer, on rectifier le tir et on va remettre les choses sur leur orbite, puis on va restaurer. Puis bien sûr que c'est mieux aller là que continuer comme avant, mettons, dans les années d'après-guerre, mettons, immédiatement. Mais ce n'est pas suffisant. Et là, je n'ai pas le temps de vous dire, mais justement, vous donner le fin mot de l'affaire en ce qui concerne le Sustainable Development, c'est que si on voulait penser le développement durable déjà sur un mode adéquat, le Sustainable Development, il faudrait, là, je ne vais pas dans le détail, mais je pourrais y revenir dans l'échange, il faudrait déjà se considérer que le terme development, hein, et le verbe to develop et les signifiants français développement et le verbe développer sont des faux amis. Et déjà, le mot développement ici, c'est un anglicisme. Développement le développement de la forêt, par exemple, ça se peut en français. Le mot développement existe en français, mais il a des exceptions précises. Et là, j'ai même amené, là, pour vous montrer que je ne délire pas, le dictionnaire historique de la langue française du Robert qui le dit. Bon, le verbe to develop peut avoir du sens si on dit, par exemple, la forêt se développe au sens où les arbres poussent, il y a des insectes. C'est sui generis, le développement en français. Mais développer une forêt, au sens d'Irving, là, qui arrive et qui coupe à blanc, non, c'est exploiter. Si vous lisez le Robert et le Collins, il y a une définition, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas cinq, il y en a une pour to develop, c'est exploiter. Bon, puis le sustainable, hein, dans le sens là, de ce que je disais tout à l'heure, là, dans le sens du rendement maximal, là, le sustainable suppose une tension, une antinomie
suppose un rapport à quelque chose de contradictoire. Et là aussi, la définition, ce n'est pas durable, qui est une notion temporelle et pas modale, alors que le sustainable est une notion modale, c'est endurable. Et au fond, si on veut déjà, même je continue d'être contre, moi, mais si on veut parler rigoureusement de sustainable development, il faudrait dire de l'exploitation endurable. C'est rigoureusement, là. Je ne fais pas de l'effet. Rigoureusement, c'est ça qu'il faudrait dire. Imaginez, on perd l'euphémisme, là. Bon, ben parlons sans euphémisme. Oui, merci Monsieur Deneau pour cette présentation. On va prendre un petit 3, 4 en étirant 5 minutes pour les questions parce qu'on a pris du retard au départ, mais c'est de notre faute en fait, on a commencé quelques minutes en retard. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur le Zoom, Cynthia. Non, pas encore. J'en ai une devant. Je vais demander juste de faire peut-être rapidement pour les réponses si on veut avoir peut-être 2, 3 questions. On peut les regrouper? Oui. Oui, plusieurs questions à la fois, puis après, OK, ben la première. D'abord, merci beaucoup pour la conférence, c'était hyper enrichissant. Donc, je vais aller rapidement. D'abord, ma question, je précise, c'est un peu en terrain miné, ce sont des questions que vous avez déjà travaillées. Mais bon, je vais aller donc du côté de l'éthique organisationnelle, une question que vous avez déjà explorée dans plusieurs de vos ouvrages. Bon, vous dites que la durabilité n'est pas nécessairement dans l'objet du développement durable. Donc, vous pensez, j'imagine, pencher plus du côté du principe de sustainabilité forte, peut-être, quelque chose comme ça. J'aimerais vous entendre d'abord là-dessus. Qu'est-ce que vous proposez comme solution à votre critique, finalement? Et est-ce que, finalement, une de ces solutions-là pourrait être, donc d'un point de vue de l'éthique organisationnelle, dans donc des moyens qui nous permettent de repenser le financement de certaines chaires de recherche, par exemple en milieu universitaire, chaires financées par certaines entreprises, d'ailleurs multinationales parfois, et qui, on peut le penser, peuvent compromettre l'objet du savoir et qui encouragent cette dynamique-là que vous trouvez vous-même et qui, on comprend, est très problématique. Donc, c'est une question large et un peu en terrain miné, ma foi, mais j'aimerais vous entendre à ce niveau-là. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question qu'on prenait en même temps pour Monsieur Deneau? Oui, je vous passe le micro. Merci. Une petite question simple. Quelles sont vos pistes d'optimisme pour une exploitation endurable? Merci. Je laisse Monsieur Deneau répondre aux 2 questions. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui, j'arrive. Merci beaucoup. En fait, j'ai tellement aimé votre intervention et je me rends compte que finalement, en tout cas, je me dis que, en fait, ces terminologies idéologiques, il y en a tellement plein et que le développement durable n'est pas peut-être le seul ou la seule terminologie qui serait en fait un peu, qu'on pourrait prendre comme étant un peu plus idéologique. Et je me dis aussi, si on regarde dans l'histoire, on trouvera certainement d'autres termes. Et c'est un peu comme si le monde a toujours fonctionné comme cela. Donc moi, ma question serait, parce que je dois vous dire que ce n'est pas peut-être forcément ça, mais il y a pas mal de concepts aujourd'hui, la RED+, qu'on sort. Je me rappelle un jour, j'avais posé la question à un prof s'il croyait en la RED comme étant un mécanisme qui, la RED+, c'est-à-dire la réduction des émissions dues à la déforestation, à la dégradation, s'il croyait à la RED+, comme étant un mécanisme qui pouvait facilement aider les populations forestières à pouvoir se développer un tout petit peu, si je peux utiliser ce terme-là. Et en fait, sa réponse était, bon, il ne m'avait pas répondu sur le champ, mais quand on s'est vu à la toilette, il m'a dit, ben, en tant que chercheur, je ne crois pas à la RED, mais j'observe. Donc, c'était sa question. Mais alors, c'est pour dire que ces discours, ce genre de discours sont toujours là. Que faire? Et dans un contexte où encore on sait que les instances qui pouvaient bien aider à une certaine prise de conscience font aussi parfois sujet de propagande, etc., tout ça. C'est quoi la solution? Comment on s'en sort? Je sais que c'est complexe, mais
Comment vous entrevoyez la chose? Merci, je laisse M. Deneau répondre. Ben, déjà, peut-être pour revenir sur des tonalités générales, si j'avais le talent de Friedrich Nietzsche, j'écrirais un livre qui s'intitulerait « Par-delà l'optimisme et le pessimisme ». C'est-à-dire que la situation est tellement grave, on en prend si peu la mesure, on dirait que c'est même proportionnel. Plus c'est grave, moins on en prend la mesure. Et c'est étudié, ça. Quand je dis que c'est proportionnel, ce n'est pas un effet de langage là non plus. Hein, c'est-à-dire que c'est tellement immense qu'il y a un moment, l'esprit décroche. Bon. Et tout ce qui tourne autour de l'éco-anxiété me semble aussi relever de ça, parce qu'on dit à tort l'éco-anxiété, moi j'aurais plutôt tendance à parler d'éco-angoisse. La différence, où est-elle? C'est que dans l'angoisse, on ne sait pas de quoi on a peur, parce que l'écologie politique n'a pas encore trouvé son objet, parce que l'objet est inouï. Et on n'est pas obligé de tout avaler Bruno Latour, mais il y a des éléments chez Bruno Latour qui sont vraiment fort pertinents là-dessus, la difficulté à se donner un objet en écologie politique. Et parce qu'on n'a pas d'objet, et parce qu'il est inouï, et parce qu'il est incommensurable ou incomparable à quelque autre chose, hein, la guerre en Ukraine, on peut toujours la ramener à la Deuxième Guerre mondiale, le COVID, ça rappelle toutes sortes d'épidémies dans l'histoire. On a toujours des analogies dans la culture générale. Là, il n'y en a pas. On nous parle des êtres humains sur des millions d'années, des échelles qui sont absolument impensables. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a quelques considérations, quoi. D'abord, nous sommes dans une perspective multicrise. Aux 4 grands ordres. Crise climatique. Hein, plus on augmente en degrés, plus cela signifie des canicules meurtrières, des ouragans, la montée des eaux, les inondations, les répercussions sociales, les réfugiés environnementaux, la contraction des États les uns sur les autres, le protectionnisme, les guerres civiles éventuellement, des dérapages. C'est ça notre avenir. Bon, on est dans un rapport au territoire qui va nous rappeler au fond qu'on n'a jamais pu le gérer. On n'a jamais pu gérer la nature comme si on avait un thermostat imaginaire pour pouvoir administrer le climat ou la nature, nonobstant la géo-ingénierie qui est juste encore plus de pollution, encore plus de minerais, encore plus de... Bon. Deuxième point, la biodiversité est extrêmement dans un péril extrêmement grave. On parle de centaines de milliers d'espèces qui sont en péril, autant les insectes que des grands mammifères, ainsi de suite. Et ça entraîne une perturbation annoncée de la chaîne alimentaire, des zoonoses. L'IPBES nous dit que la COVID-19, c'est juste la bande-annonce de ce qui s'annonce dans ce siècle. Donc, ce siècle sera une épidémie de pandémie. On marquera le temps d'une épidémie de pandémie, parce que la perte de biodiversité nous rend, nous, sujets humains, de plus en plus exposés aux éléments pathogènes des espèces animales autres. Hein, les chauves-souris, notamment, qui étaient absolument robustes, hein, je veux dire, et puis capables de soutenir toutes sortes de parasites, hein, tout d'un coup, deviennent sensibles à leurs éléments pathogènes, les transmettent par la déjection, leur salive, ainsi de suite, se retrouvent dans la filière porcine. Hein, puis là, me dire, là, nous, voilà, c'est le cocktail parfait. Bon. Troisième point, la perte en énergie. Je le disais tout à l'heure, on ne sait plus aller où chercher les énergies fossiles. On est allé chercher ça dans de la boue en Alberta, dans des cailloux aux États-Unis, à 3000 mètres sous les eaux au large de l'Afrique. On ne sait plus où aller. C'est parce qu'on a épuisé les puits traditionnels. Là, je veux dire, les puits de pétrole comme dans Tintin en Amérique, c'est fini ça. Bon, donc là, on ne sait plus où aller chercher l'énergie. Donc ça va supposer un rapport tout autre à la mondialisation. Au quatrième point, la perte en minerais. Hein, qui sont indispensables à toute la technologie zombie là, du capitalisme vert et de la transition technoscientifique. Là. Il faut tellement de minerais qu'aujourd'hui, si on remplace, voilà, le parc automobile par la voiture électrique, il n'y a plus de lithium. Il n'y a plus de lithium tout de suite. Là. Ce n'est pas viable. Bon. Donc comment on se positionne? Moi, j'essaie de rester un peu bilingue là-dedans. D'une part,
on peut continuer dans le mode qui est le nôtre aujourd'hui parce qu'on se réveille le matin puis il y a quand même les mêmes institutions qui nous entourent, puis ce régime-là arrive à, en quelque sorte, hypothéquer son avenir et se survivre à ses seuils comme ça, sur un mode un petit peu comme ça à la Tex Avery, là, un peu dans le vide, quoi. Alors qu'il n'est pas viable, hein, alors que tout ce qu'il nous présente comme étant son avenir sur un mode technologique ou je ne sais quoi, il relève d'une étoile morte, quoi. C'est-à-dire qu'on regarde une étoile morte se présenter comme ayant un avenir. Donc, on peut quand même rester social-démocrate, mettons, hein, dans ce monde-là, parce qu'il faut bien au jour le jour fonctionner puis tenter de faire en sorte que le GIEC le dit, c'est même plus des grands prophètes, là, que l'impact sera tel, hein, qu'on ne pourra plus on est déjà dans un stade de l'irréversibilité, là, et là, tout ce qu'on peut essayer de faire, c'est atténuer les impacts. C'est ça que nous dit le GIEC. Là. On en est là, on a passé l'échéance. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est atténuer les impacts. Donc, la social-démocratie, disons, les instances telles qu'elles existent peuvent nous conduire à ça, mais il faut quand même se dire qu'on va traverser un sale quart d'heure universel. Ça veut dire qu'il y aura quelque chose là d'un bris qui s'annonce, qui est déjà en train de se manifester de tellement de manières. Je dirais, il faut être sourd, aveugle pour ne pas voir tous les signes avant-coureurs. On n'a pas un grand prophète ou poète pour annoncer un monde qui s'effrite totalement. Puis il y a des champs entiers aujourd'hui qui s'intéressent à la collapsologie, l'effondrement, et ainsi de suite, puis qui voient bien que sur 9 seuils, on en a franchi 6 déjà, hein, au-delà desquels on ne répond de rien. Hein, on est en train de jouer avec le feu, c'est parfaitement évident. Donc, on ne peut pas simplement continuer en somnambule, dire qu'est-ce qu'on fait, quels paramètres on fait bouger. Je pense qu'une façon de le résumer, là, je vais me taire parce que je continue jusqu'à ce soir, mais ça va se terminer là pour plus parler de là où j'en suis moi, c'est qu'on va à l'évidence assister à une contraction de la géopolitique radicale et spectaculaire de la mondialisation à la région. Parce que tout d'un coup, quand il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus la mondialisation avec ses circuits, ses réseaux extrêmement complexes, industriels, commerciaux, consuméristes, là, du détail, la distribution, quoi. Eh bien là, il faudra à un moment donné, quand on est dans des bris d'approvisionnement qui sont aujourd'hui devenus ordinaires, là, bon, réapprendre à s'organiser entre nous. Probablement qu'il y aura un exode urbain assez important vers les régions, qu'on réinvestira les régions, les circuits courts, le low-tech, et on repensera ce qu'on appelle les biorégions, c'est-à-dire des espaces géopolitiques qui sont calés sur le territoire, sur la compréhension des bassins versants, de la réalité agricole, sur le littoral, dans le cas côtier, et on repensera la géopolitique à petite échelle. Excuse de vous interrompre. Oui, Il va falloir qu'on... j'arrête. C'était mon mot de la fin. OK, je Ça vous tombe bien. remercie. Merci.